Les élus du peuple ont élevé hier le président de la République Idriss Déby Itno au rang de maréchal du Tchad pour le service rendu à la nation. À suivre dans un instant le parcours militaire de l'homme qui a vécu l'histoire douloureuse du Tchad. Descente ce samedi matin du ministre des Infrastructures et des Transports accompagné des autorités municipales à l'avenue Taïwan en chantier. Il est allé constater de visu l'évolution des travaux. Et puis le centre nutritionnel thérapeutique de Ndjari où les enfants malnutris sont pris en charge a reçu la visite du ministre de la Santé publique Mahmoud Youssouf Kayel. Nous ferons le point dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Je le disais dans les titres, les élus du peuple ont élevé hier le président de la République Idriss Déby Itno au rang de maréchal du Tchad pour un service rendu à la nation. Ce soir, Amathia Abbas revient sur le parcours militaire de l'homme qui a vécu l'histoire douloureuse du Tchad. Suivez. Sans un chef militaire téméraire et fin stratège, il est peu probable qu'une force armée puisse fournir des efforts considérables qui devraient la caractériser et amener ses membres à se rallier autour du but commun essentiel au succès des opérations militaires. Telles sont les valeurs fondamentales que doit incarner un vrai chef suprême des armées pour remonter le moral de sa troupe sur le théâtre des opérations. Ces valeurs caractérisent le président de la République Idriss Déby Itno, ces vieux soldats hors pair. Mais qui est en réalité ce militaire qui a vécu tous les événements qui ont marqué l'histoire du Tchad? C'est un 18 juin 1952 à Berdoba, dans le sud-est de la ville de Fada, qu'il est né et entama sa scolarité. L'homme a ensuite poursuivi ses études dans d'autres villes du pays. Après l'obtention de son bac scientifique, Idriss Déby Itno, qui n'a pas assez joui de la jeunesse, a décidé de consacrer sa vie pour la cause de l'unité de son pays, déchiré par les seigneurs de guerre, d'une part, et occupé militairement par la Libye du défunt guide libyen, d'autre part. Une situation qui a poussé le jeune bachelier du lycée Jacques Modéra de Bangor à opter pour le métier des armes, sans imaginer un jour qu'il allait devenir président de la République. Idriss Déby Itno entra à l'école des officiers de N'Djamena et sort avec les grades de lieutenant. Très brillant selon ses frères d'armes de l'école des officiers de N'Djamena, le jeune lieutenant s'envola pour la France afin de parfaire sa carrière militaire, d'où il sorta en 1979 avec une licence de pilote professionnel. Le 12 février 1979 éclata en N'Djamena une guerre civile. Le pays est divisé par plusieurs tendances militaires, lesquelles cherchaient à conquérir le pouvoir. C'est ainsi que le jeune officier a choisi parmi les 11 tendances, seules des forces armées du Nord pour faire face à l'occupation libyenne. La vingtaine révolue, le jeune soldat Idriss Déby Itno fut nommé commandant des opérations en N'Djamena. La mission qui lui a été confiée est de déloger de la capitale les forces du Gounth mieux équipées, puisque appuyées par les forces aériennes et terrestres libyennes. Dépassé par la puissance de feu des forces du Gounth et son allié la Libye, le commandant des opérations Idriss Déby Itno a ordonné à ses éléments de se retirer de la capitale pour mieux préparer l'assaut. Pour le commandant des opérations des FAN Idriss Déby Itno, la perte de N'Djamena n'est pas la fin des objectifs fixés, car ils ont perdu la bataille et non la guerre. C'est un repli tactique dans le jargon militaire. Le 7 juin 1982, lorsque l'ex-président Hissène Habré prend le pouvoir, Idriss Déby Itno a été à la tête des fans à leur entrée dans la capitale. Chef militaire charismatique, courageux et ne connaît que la culture de victoire sur l'ennemi, Idriss Déby Itno fait peur à Hissène Habré. Il faut donc à tout prix éloigner ces soldats très ambitieux loin du pays.
C'est ainsi que le régime habriste l'envoya une fois de plus à l'école de guerre en France. Plusieurs fois blessé pendant la guerre civile qu'a connue le pays, Idriss Déby Itno est l'un des chefs militaires qui a activement pris part à la libération du nord-est du pays, occupé injustement par la Libye. Militaire dans l'âme et dans le sang, le président de la République, Idriss Déby Itno, est aussi un patriote au sens propre du terme. L'histoire retiendra qu'en 1989, alors qu'il fut conseiller à la défense et à la sécurité, Idriss Déby Itno a eu le courage de rappeler à l'ordre l'ex-président Hissène Habré suite au massacre des 1500 militaires issus de la province du Guéra à Yiboubou et plusieurs dizaines d'éléments proches du chef de l'État à Ouniangé Kébir. Déby en colère a dénoncé l'acte criminel. Une réaction audacieuse, très mal vue par Hissène Habré. C'est aussi l'élément déclencheur qui a poussé le président de la République à regagner la brousse pour renverser par la suite Habré le 1er décembre 1990. Prêt à payer le prix quand il s'agit d'une menace contre son pays, Idriss Déby Itno est le seul chef d'État en exercice qui dirige personnellement les opérations militaires sur le terrain. Au vu de ces multiples sacrifices consentis, le maréchal Idriss Déby Itno mérite bien la reconnaissance et l'honneur rendus par les élus du peuple pour couronner les loyaux services rendus à la nation tchadienne. Maréchal Idriss Déby Itno, cette élévation à ce titre de dignité convient bien à ces personnages atypiques qui a tout donné quand il s'agit de garantir la paix, la sécurité sur les 1 284 000 km² que compte le territoire national pour le bien de ses compatriotes. Voilà, et puis l'armée nationale tchadienne, comme vous le savez, fait la fierté des Tchadiens et même celle de la communauté internationale. Reconnue pour leur bravoure, nos forces de défense et de sécurité méritent le soutien du peuple tchadien pour le sacrifice consenti. Bacharia Isanga. Intrépide, rapide et pragmatique, l'armée nationale tchadienne a un riche parcours. Une armée qui s'impose à chaque accrochage, et cela par sa puissance de feu, mais aussi et surtout la composition de ces hommes aguerris et adaptables au terrain. Grâce aux efforts consentis par les plus hautes autorités, l'armée est de nos jours équipée, formée et prête à défendre la patrie. La bravoure, la ténacité et les techniques de guerre utilisées par l'armée nationale tchadienne sont appréciées. C'est pourquoi elle est sollicitée dans le cadre du maintien de la paix au Mali, au Niger, au Nigeria et au Cameroun pour combattre les terroristes, mais aussi en Centrafrique. Une armée qui a une histoire et qui se base sur une devise. Vouloir l'arrêter, c'est tenter de s'opposer à la mer les mains nues. L'ignorer serait encore plus grave. Une telle armée ne recule devant rien. La force de frappe de nos soldats est connue de tous, car la dernière riposte, dénommée la colère de Bohoma, dans les îles du lac Tchad, contre la secte Boko Haram, le prouve et le démontre. Pour honorer ces valeureux soldats, tombés sur le champ de bataille, armes à la main, les élus du peuple ont demandé la construction d'une citadelle dans les îles du lac Tchad afin de les immortaliser. Hormis les efforts consentis par le président de la République, Idriss Déby Itno, l'armée nationale tchadienne est aussi soutenue par le peuple. Un soutien qui rime avec cette expression. Le peuple tchadien soutient l'armée comme la corde soutenant le pendu. Voilà la suite de cette édition descente ce samedi matin du ministre des Infrastructures et des Transports accompagné des autorités municipales à l'avenue Taïwan en chantier. Il est allé constater de visu l'évolution des travaux sur le terrain. Idriss Omar Idriss. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Taïwan, entrepris depuis 9 mois, sont en phase de finition. C'est l'une des voies les plus fréquentées de la capitale, située entre la commune du 7e et celle du 8e arrondissement. En cette journée de samedi, le ministre des Infrastructures et des Transports, Abdraman Mokhtar Mohamed, accompagné des autorités communales, a fait une descente sur les chantiers pour constater les travaux d'assainissement, de construction de dallots et de couches de béton bitumineux.
C'est une très ancienne route qui a connu beaucoup de dégradation et d'infiltration d'eau. Donc on a purgé beaucoup de terres impropres. Donc c'est autour de 22 000 mètres cubes à peu près. Bien que les travaux soient exécutés selon les clauses du contrat, néanmoins des retouches restent à faire. Avec le revêtement, ça ne va pas prendre plus de 2 semaines. Revêtement, et ça a commencé également à poser les candélabres. Et donc quand on est en cette phase de finition, je pense que le délai, peut-être qu'ils peuvent même finir quelques jours avant. Pour le ministre Abderrahmane Mokhtar Mohamed, la vie d'une voie dépend de son entretien. Le chef de l'État a donné des instructions bien fermes pour reprendre avec les travaux de l'assainissement en début de fin d'hivernage, donc en septembre. Donc on est en train de se préparer, et c'est toujours la même entreprise qui est en train de se préparer pour d'abord, avant de faire les caniveaux pour l'assainissement, il y a également des pavés pour des marches piétonnes, donc de 2,50 m de chaque côté. Cette avenue à double voie réhabilitée est longue de 7 km. Les travaux de la réhabilitation exécutés par l'entreprise chinoise Sogecok ont coûté à l'État tchadien plus de 9 milliards de francs CFA. Descente ce matin également du chef du département de la santé publique au centre nutritionnel thérapeutique de Ndjari, où les enfants malnutris sont pris en charge. Mahmoud Youssouf Orel est également allé encourager le corps soignant. Falambi Sulgan. Cette visite du ministre de la Santé publique, Mahmoud Youssouf Khayal, au centre nutritionnel thérapeutique de Ndjari, vise à toucher du doigt les conditions de travail du corps médical et surtout de le galvaniser dans l'accomplissement de ses tâches. J'étais très content quand j'ai visité, j'ai vu les dames avec les enfants et j'ai posé quelques questions aux femmes, les mères des enfants, et ils étaient très contents quand ils étaient venus. Leurs enfants étaient complètement fatigués au bord de la mort. Et là aujourd'hui, ils ont des box, ils l'ont fabriqué ici, c'est des préfabriqués. Et quand l'enfant vient, il a un problème de malnutrition sévère, aigu. Ils sont dans une partie, on l'accompagne pendant 4-5 jours, il prend de l'énergie, il passe dans un autre box, dans une autre amélioration. Et là maintenant, les enfants vont sortir entre 5 et 10 jours, et s'il y a des maladies, on les soigne. Ravi de la visite du ministre de la Santé publique, le chef de la mission de l'ONG Médecins sans frontières France a rappelé à cette occasion l'objectif visé par son organisation. Pendant les trois dernières années, on remarque une petite augmentation du nombre de cas de malnutrition dans la capitale. On s'intéresse et on a fait une intervention les 3 dernières années, mais ça, pour nous c'est un peu un tampon sur la plaie. On est venu quand il y avait déjà une urgence, il y avait des seuils qui dépassaient un petit peu la norme. Aujourd'hui on essaie de venir un petit peu plus tôt pour faire de la prévention principalement, mais aussi pour essayer à réfléchir un petit peu au-delà d'une crise nutritionnelle. Fruit des partenariats entre l'ONG Médecins sans frontières France et le ministère de la Santé publique, le centre nutritionnel thérapeutique de Ndjari a une capacité d'accueil de 80 lits. Et voici comment se présente la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce samedi 27 juin 2020. 5 échantillons analysés, 0 cas confirmé, 0 guéri, le total reste 778, 0 décès, le total des décès reste 74, 13 malades sous traitement. Le nombre des cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 865, dont 227 femmes. Les provinces touchées sont N'Djamena 761, Bata 6, Chariba Girmi 1, Enedi Est 1, Guéra 19, Kanem 18, Lac 5, Logon Occidental 13, Logon Oriental 10, Mandoul 1, Mayokebi Est 3, Moyen Chari 11, Sila 2, Wadaï 8 et Wadifira 6. La coordination nationale de riposte sanitaire appelle la population à plus de discipline et un sens accru de responsabilité afin de mettre fin à la propagation de cette maladie. Aussi, l'observance stricte des mesures barrières reste de vigueur. Le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Oucheni.
Et puis nous en parlions dans nos éditions antérieures, la station provinciale de l'Onama, Massenia, dans le Chari-Bagirmi, a été inaugurée hier par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Maria Hyssen. Pour l'occasion, le ministre a interpellé les autorités de la dite province à intensifier la sensibilisation contre la COVID-19. Innocent Cléon. Lors de la cérémonie d'inauguration de la station provinciale du Chari-Bagirmi, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a constaté qu'il y a un manque de respect des mesures barrières ainsi que le port obligatoire des masques appelés communément cache-nez à Massenia. Une remarque juste et pertinente, affirme le délégué de l'éducation nationale et de la promotion civique du Chari-Bagirmi. Pour lui, l'absence de la sensibilisation ainsi que le manque de cache-nez sont à l'origine de ce comportement. Nous sommes en train d'attendre, est-ce que la délégation sanitaire pourra désinfecter les salles de classe? Le gouverneur avait reçu quelques masques du gouvernement, il n'a pas hésité de nous en donner quelques-uns. Face à ce non-respect des mesures barrières pour éviter la contamination de la COVID-19, le ministre en charge de la communication a interpellé les autorités provinciales. Je voudrais demander au gouverneur, qui est à la fois coordonnateur du sous-comité provincial de sensibilisation, de lui dire que la maladie, bien qu'elle est en train de partir timidement, ne nous a pas définitivement quittés. La sensibilisation doit être au point. La sensibilisation doit être renforcée. La sensibilisation doit être consolidée. Et la sensibilisation doit être continue pour permettre aux uns et aux autres de respecter davantage les mesures barrières. C'est très important. Et nous avons dit que quand on respecte les mesures barrières, on crée un bouclier contre cette maladie-là. Une réunion d'urgence a été tenue avec les autorités provinciales, Sa Majesté le Sultan du Royaume de Bagirmi, ainsi que les responsables des centres de santé de la province. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Oumar Yaya Hyssen, a ensuite visité le centre d'apprentissage de couture des femmes désœuvrées de Massenia. Moi, à mon avis, le social existe depuis que je suis né. Ça existe dans mon cœur. Et vraiment, je dis merci beaucoup à la première dame. Elle a vu loin. Elle est à l'écoute de tout ce qui se passe. Et c'est ça qui l'a poussé de venir ici. Elle m'a remis la clé de la grand cœur des centres polyvalents de Massenia. Une initiative de la Fondation Grand Cœur. Les élections des membres de l'Assemblée générale de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat sont déjà connues. Dans un point de presse ce matin, le vice-président du tribunal de commerce, Youssouf Mahamat Maïna, par ailleurs membre de la commission électorale consulaire 2020, situe ici les candidats par rapport donc à l'organisation de ces élections prévues le 5 juillet 2020. Point de presse a lieu en présence de la ministre de tutelle, Achta Diblinsi. En voici un extrait. Nous voudrions rappeler que le chronogramme initial prévoyait la fin du processus au 10 mai 2020. Cependant, compte tenu des mesures prises pour limiter la propagation du Covid-19, il a fallu une prolongation de 2 mois pour parvenir aux résultats attendus. Ainsi, les différentes équipes ont enrôlé 2568 opérateurs économiques de différentes sections. C'est ce qui constitue le nombre brut des opérateurs recensés. Sur les 2568 opérateurs économiques recensés, après étude des dossiers, 1764 opérateurs économiques ont été jugés dignes d'être électeurs et ou éligibles. 804 dossiers non conformes ont été rejetés. Une liste électorale consulaire provisoire de la ville de N'Djamena et des provinces a été publiée. Un délai de 15 jours est accordé aux opérateurs économiques recensés d'adresser les réclamations de diverses natures, notamment les omissions, rectification de noms,
basculement d'une section vers une autre, retrait de cartes d'électeurs, etc. Comme le stipule le décret numéro 962 portant statut de la Chambre. Durant les 15 jours de réclamation, la CEC a enregistré sur l'ensemble du territoire 206 requêtes individuelles, dont 124 ont été déclarées fondées et 82 requêtes rejetées. Notre présent point de presse a pour ultime but d'informer officiellement que les élections des membres à l'Assemblée générale de la CESIAMA sont prévues pour le dimanche 5 juillet 2020 et auront lieu en N'Djamena et dans les différentes provinces du pays. Une mission d'observatoire du dividende démographique du ministère de l'économie et de la planification du développement a séjourné dans les provinces du Mayo-Kébi-Ouest au profit du projet Suède. Elle a été reçue par le gouverneur Adam Fortey Amadou. Dobadjon Salam. Collecter des informations en lien avec les thématiques couvertes par le projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique Suède et surtout informer les autorités locales du passage de la phase 1 à la phase 2 du projet Suède. Ce sont là les objectifs de la mission de l'Observatoire national du dividende démographique qui vient de séjourner dans la province du Mayo-Kébi-Ouest au profit du projet Suède. Après d'intenses travaux de collecte des données, à la base, l'équipe de la mission est reçue en audience par le gouverneur Adam Fortey Amadou. Occasion pour le chef de mission d'expliquer au gouverneur comment le projet Suède, dans sa phase 2, entend élargir sa zone d'intervention dans 8 nouvelles provinces, parmi lesquelles figure le Mayo-Kébi-Ouest. Adam Fortey Amadou salue le choix de sa province et se dit prêt à accompagner et soutenir les actions du dit projet qui concourent au développement de sa province. Déjà, la lecture des données indique que le Mayo-Kébi-Ouest peut être éligible dans le cadre du projet Suède phase 2. La province du Mayo-Kébi-Ouest n'est pas épargnée par rapport à certains phénomènes comme la violence faite aux femmes, la scolarisation de la fille, les opportunités économiques ou bien les activités génératrices des femmes pour les filles qui décrochent ou bien qui ne finissent pas le cycle. Et donc on a compris qu'effectivement il y a des problèmes qui peuvent hypothéquer le développement local au niveau de cette province. Tant que les femmes resteront marginalisées, on ne pourra jamais parler de développement intégral et durable dans un pays. Le gouverneur de la province du Mandoul, Lucie Beyasemda, a fait le tour des établissements d'enseignement secondaire de sa circonscription administrative 48 heures après la reprise des cours. Titengue Félix. Pour rendre à l'évidence de la reprise effective des activités pédagogiques, le gouverneur de la province du Mandoul a effectué des descentes dans les établissements scolaires publics et privés de la ville de Koumoura. Du lycée moderne au lycée francophone, CG, lycée Ataofik, en passant par le lycée collège Mariketal où le gouverneur accompagné du délégué de l'enseignement et d'autres responsables des services déconcentrés de l'État ont visité, les cours ont effectivement repris. L'on note cependant l'insuffisance sinon manque des dispositifs de lavage de mains dans certains établissements de la place. Le lycée collège Mariketal marque une particularité organisationnelle en termes de dispositifs de lavage de mains, la répartition des élèves par salle de classe et de volume horaire, c'est-à-dire à 5 heures sur 5 de cours dès le premier jour de la reprise des cours. Dans ces différents établissements visités, le délégué provincial à l'éducation nationale du Mandoul, Amatou Dano, a prodigué de sages conseils relatifs au respect des mesures barrières contre la pandémie coronavirus. Les jeunes volontaires du sous-comité provincial de lutte contre le Covid-19 ont à cette occasion distribué des cache-nez aux enseignants et élèves. Souhaitant bonne reprise de cours aux élèves, enseignants et l'administration scolaire, le gouverneur de la province du Mandoul, Lucie Beyasemda, a demandé à ceux-ci d'adopter un comportement prudent, donc responsable, afin d'arrêter la propagation de la pandémie coronavirus. Voilà, ici à N'Djamena, l'université Mikoussi reprend aussi ses activités académiques dans le respect strict des mesures barrières. Ali Ibrahim Suleiman. À l'instar d'autres établissements, l'université Mikoussi, qui a également suspendu le cours il y a plus de 3 mois à cause de la maladie à coronavirus, rouvre ses portes.
Cette université place cette reprise sous le signe du respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement. C'est pourquoi cette reprise des activités académiques est marquée par la formation des étudiants sur les techniques et les méthodes de prévention contre la pandémie de la Covid-19. Pendant une semaine, les étudiants de l'université Emikoussi seront outillés sur les techniques et les méthodes de prévention. Une quantité de gel, savon et de masques faciaux sont mis à la disposition de l'établissement. Ces kits de prévention sont l'œuvre des partenaires qui sont l'ONAGES, l'ONG La Voix de la Femme, la Fondation Tchad Helping Hands et la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer. Le président du conseil d'administration de l'université Emikoussi a rendu un hommage aux partenaires pour cet appui important. Alaridi Kone n'a pas manqué de saluer l'engagement du corps professoral de l'établissement tendant à barrer la route à la pandémie et à assurer une formation de qualité. Le président du conseil d'administration appelle ensuite les doyens des différentes facultés à être regardants dans l'application des mesures barrières. Très ravis de cette reprise des cours, les étudiants de l'université Emikoussi se sont engagés à s'organiser à leur tour pour respecter les mesures sanitaires édictées par le gouvernement. À l'hôpital de la Renaissance ce matin, les patients guéris de la Covid-19 et leurs familles ont organisé une cérémonie de reconnaissance pour rendre hommage à l'ensemble du corps soignant. Mamad Suleiman. Les patients guéris du coronavirus et leurs familles rendent un hommage mérité à l'ensemble du personnel de l'hôpital de la Renaissance, lesquels personnel qui a tout bravé pour les sauver de cette terrible maladie. Personnel de l'hôpital de la Renaissance, particulièrement le personnel des urgences, vous êtes la lumière du Tchad, la fierté de l'Afrique et du monde. De vous, le Tchad ne sombrera pas, car vous portez très haut le flambeau de la vie. C'est le lieu pour les malades guéris de la Covid-19 d'exprimer de vive voix leur reconnaissance au personnel de l'hôpital de la Renaissance. Si nous sommes aujourd'hui debout, c'est grâce à Dieu et à vos efforts personnels. J'étais diabétique avec 3,47 et en plus la Covid qui m'a malmené, j'avais des difficultés pour respirer. J'ai été pris en charge, Dieu merci, aujourd'hui je suis debout. Moi là, ils m'ont fait des choses que même mes parents ne m'ont jamais fait pour que je sois propre, pour que je me retrouve aujourd'hui. Cette marque de reconnaissance réconforte l'administration de l'hôpital de la Renaissance. Je n'ai pas assez de mots pour leur dire ma reconnaissance personnelle et celle du ministre de la Santé et de la nation tout entière. Ce n'est pas facile de travailler dans un hôpital, surtout pendant une pandémie. Il y a des personnes qui venaient le matin, se levaient. Moi, j'admire encore aujourd'hui leur courage. Ils quittaient femmes et enfants, entraient dans des zones infectées, et lorsqu'ils rentraient chez eux, ils se posaient la question de savoir si nous ne vont pas amener la maladie dans leur propre famille. Mais ça ne les a pas arrêtés. Ils ont continué à venir jour et nuit pour aider leurs compatriotes. Pour moi, c'est des héros. Cette reconnaissance galvanise tout le corps médical à plus d'efforts dans la lutte contre la pandémie. Avis du courage à tout le personnel soignant du Tchad et de l'étranger. L'Office national d'appui à la jeunesse et au sport octroie des crédits à plus de 50 jeunes promoteurs de la province du Kanem, ce qui permettra à ces derniers de mener à bien leurs activités. Omar Mamat Warou. Sur plus de 100 projets présentés par les jeunes de la province du Kanem, 50 ont été agréés. C'est ainsi qu'un chèque de 40 millions a été remis à Hassan Terab par le coordinateur adjoint Sharfaddin Abdelkerim Sebi. Un crédit sans intérêt dont l'ONAGES suit l'évolution des promoteurs. Remettant le chèque, le coordinateur général adjoint a indiqué que la volonté de haute autorité du pays avec à leur tête le président de la République Idriss Déby Itno témoigne à suffisance leur engagement à aider la jeunesse tchadienne à sortir de la pauvreté par la création d'un emploi décent et convenable pour le développement économique de notre pays. Il vous souviendra du 19 au 25 octobre 2019, une équipe technique de l'ONAGES avait séjourné dans le chef-lieu de la province du Kanem, précisément à Maou, pour la formation des jeunes en entrepreneuriat jeunesse en vue de leur financement
dans les meilleurs délais. Pour leur part, les bénéficiaires de ce crédit ont exprimé leur satisfaction et leur remerciement à l'ONAGES et au gouvernement pour le soutien. Ils ont promis qu'ils feront une bonne gestion. Président de la cérémonie, le gouverneur de la province du Kanem Hassan Terab a dit qu'avec cet octroi de crédit, l'économie de la province du Kanem respirera mieux. La province du Kanem vient de recevoir une enveloppe de 40 millions. 40 millions injectés dans l'économie de la province, cela nous donnera un bouffée d'oxygène. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, a toujours accordé une place de choix à la jeunesse et à la femme. Et en cette période où sévit la pandémie du Covid-19, l'ONAGES a remis des kits de lavage de mains, du savon, du gel hydroalcoolique en guise de sa contribution pour la lutte contre le coronavirus. Le représentant du chef de l'État dans la province du Sila, Ali Mahamat, a lancé hier la campagne agricole 2020-2021 dans le Sila. Précision, Ben Arabi Abdirazak. C'est dans un contexte très particulier lié aux restrictions sanitaires dans le cadre de la lutte contre le coronavirus que le SILA lance sa campagne agricole 2020-2021 sous le thème « Contenir la Covid-19 pour éviter une crise alimentaire ». La province est une zone de production par excellence, c'est pourquoi la déléguée de l'agriculture, Madim Taboulo Lycienne, tout en présentant le bilan de la campagne précédente, a dans son adresse insisté sur les orientations du président de la République afin de parvenir à l'autosuffisance alimentaire en réussissant cette campagne. Saluant les efforts de l'État et des partenaires, le gouverneur Abdurrahman Ali Mohamed a relevé quelques défis qui préoccupent les autorités locales. Malgré les efforts consentis par le gouvernement et les partenaires au développement, la province fait face à des défis liés à la dégradation de certaines surfaces cultivables, l'insuffisance notoire d'aménagement hydro-agricole, les difficultés d'accès aux ingrédients et petits matériels agricoles par manque de points de vente. Abdurrahman Ali Mohamed exhorte les producteurs à redoubler d'efforts et d'ardeur en vue d'atteindre les objectifs escomptés. À Amtiman, le programme alimentaire mondial PAM a fait un don à la délégation provinciale de la santé du Salamat. Il s'agit d'une tente d'une capacité d'accueil de 60 places. Mahamat Abdelbanat. Le programme alimentaire mondial PAM, partenaire privilégié du gouvernement tchadien, apporte son appui dans la riposte de la pandémie de Covid-19 à la province du Salamat. Une tente d'une capacité d'accueil de 60 malades pour une prise en charge appropriée afin d'éviter le risque de contamination est offerte. Philippe Zambimana est l'ingénieur de PAM Tchad. Nous avons été demandés pour assister au gouvernement pour la lutte de cette maladie. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons intervenu pour installer ce genre de tentes qui vont aider à mieux éviter la propagation de la maladie. Le représentant de PAM devait par la suite dire que son organisation peut continuer son appui si le gouvernement le sollicite. Le directeur de l'hôpital provincial d'Amtiman, Abderrahman Abdel Sadik Kayar Soar, a quant à lui remercié au nom de sa délégation le donateur pour cette tente d'une grande utilité et rassure qu'elle sera utilisée à bon escient. Réceptionnant la tente, le secrétaire général de la province du Salamat Mahab Mara a salué la promptitude des plus hautes autorités dans la gestion de cette crise. Dieu merci, les plus hautes autorités de ce pays sont toujours debout et ils veillent sur nous. Cette bâche d'une grande capacité remise à la disposition de la délégation sanitaire provinciale du Salamat pour préparer la place pour que les malades puissent être hébergés, isolés, pour éviter que la propagation ne continue à travers la ville. Aux bénéficiaires directs, le secrétaire général a recommandé fortement le bon usage pour le bénéfice de tous. Les organisations de la société civile engagées dans la lutte contre la malnutrition venues des différentes provinces sont en session de formation ici à N'Djamena, la capitalisation des activités du projet Alliance au sud du pays, un projet qui œuvre pour la promotion de la nutrition au Tchad.
C'est pour évaluer les réalisations du projet de l'Alliance Scaling Up Nutrition après 2 ans de mise en œuvre dans la zone méridionale du pays que les acteurs de la société civile engagés dans la lutte contre la malnutrition se retrouvent. Il est question au cours de cet atelier de partager les expériences en vue des résultats probants. Lancé en 2018, ce projet qui est financé par le Fonds commun du mouvement SAN nous a permis tout d'abord de mettre 5 antennes provinciales du Rosinite dans 5 provinces de notre pays et de faire plusieurs ateliers de formation et de capitalisation, de renforcement des capacités dans les différentes provinces et ici en N'Djamena. Pour le directeur de nutrition et technologie alimentaire, l'implication des organisations de la société civile dans la promotion de la nutrition est salutaire. La société civile joue un rôle très important. Surtout, nous avons maintenant la stratégie de mettre à l'échelle les interventions nutritionnelles, particulièrement au niveau communautaire. Donc il n'y a pas mieux que la société civile pour toucher la population à l'intérieur du pays. Dr Mohamed Béchir invite les participants à des analyses pertinentes et à de bonnes propositions qui permettront au Tchad d'atteindre les objectifs du développement durable à l'horizon 2030. L'Agence de développement économique et social ADES a organisé une rencontre de plaidoyer relative aux espaces communautaires pour le lancement du projet SWED à Mtimana. Kadjadoumagi. 10 espaces surcommunautaires dans le Salamat, autorités administratives, traditionnelles et religieuses, sociétés civiles, responsables des services déconcentrés de l'État, bref, décideurs et responsables de ADES, Agence de développement économique et social, veulent parler le même langage. C'est ce qui justifie cette rencontre de plaidoyer. Ouvrant la rencontre, le secrétaire général du Salamat, Mab Mara, a salué la relance des activités de Suède et invite l'assistance à contribuer objectivement dans l'intérêt de la cible en particulier et la province en général. Dans son plaidoyer, le directeur des programmes et de projets de ADES, Djegetum Mafwa, a mis l'accent sur la méconnaissance de la santé sexuelle et reproductive. Une enquête récemment menée a montré qu'aujourd'hui, une tranche importante des décès maternels sont juste imputables aux lacunes de connaissances dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Les espaces sûrs, ajoute-t-il, sont instaurés par Suède pour sensibiliser, informer et former les adolescentes et jeunes filles sur ces questions. Mab Mara a enfin promis tout le soutien de l'administration afin que les actions du gouvernement en faveur de sa population soient tangibles. Et pour affirmer son soutien au gouvernement et à la population tchadienne en vue d'endiguer la propagation de la Covid-19, les membres de la plateforme des partis politiques pour la lutte contre cette pandémie sensibilisent la population. Christelle Ngarlemdana. Susciter une prise de conscience face à la dangerosité du coronavirus et amener la population à observer de manière stricte les mesures barrières. C'est tout le sens de l'action entreprise par la plateforme des partis politiques pour la lutte contre la Covid-19. Cette campagne de sensibilisation couplée avec la distribution des masques a touché une bonne partie de la population de la commune du 1er et 2e arrondissement. Face à l'incivisme et à l'indiscipline qui sont les facteurs favorisants, les membres de cette organisation sont formels. Le travail qui a été fait nous a permis de voir que le besoin est vraiment grand. Les gens ont besoin encore de masques. Et sur le terrain, on s'est rendu compte qu'il y en a certains qui n'en ont pas du tout. D'autres, la qualité de masque ne tient pas. Certains, on en a vu qui ont simplement cousu. Et je crois que sur ce point-là, on a intérêt à développer davantage la sensibilisation. Nous avons demandé à la population de prendre conscience de ce qui se passe et ce que nous avons constaté, la population a pris conscience. Donc voilà notre objectif de la plateforme pour sensibiliser, intensifier la sensibilisation. L'équipe de la plateforme des partis politiques ne s'est pas seulement contentée de la ville de N'Djamena. Elle s'est rendue également à Djarmaya et ses environs dans la province de Adier-Lamis pour le même objectif. Le combat contre le coronavirus doit être une préoccupation commune. Par conséquent, chacun est appelé à assumer ses responsabilités pour vaincre la pandémie, soutiennent les membres de la plateforme des partis politiques contre la Covid-19.
L'ONG Voix de la Femme et l'Union des femmes contre la désertification, en partenariat avec le Comité national de gestion de la crise, organise une caravane de sensibilisation sur l'utilisation et entretien des masques dans quelques universités et établissements scolaires de la place. Mamad Morsal. 2 jours après la reprise des cours, l'ONG Voix de la Femme et l'Union des femmes contre la désertification du Sahel, de concert avec le comité de gestion de la crise sanitaire, lance officiellement à l'université Hektiat dans la commune du 8e arrondissement la caravane de sensibilisation sur l'utilisation et l'entretien des masques de protection. Je vous conseille le respect strict des mesures préventives, le lavage de mains avec du savon, de respecter la distanciation physique d'au moins 1 mètre. Le masque de protection dans la classe et pour tous vos déplacements. Après avoir passé le message aux étudiants de l'université Hektiat, la délégation s'est rendue au lycée féminin d'Ambriguébé dans la commune du 8e arrondissement pour le même objectif. Ici, la présidente de l'ONG Voix de la Femme, Aminati Djani Yaya, s'est entretenue avec les élèves sur le respect des mesures barrières. Aujourd'hui, quand on passe pour faire une sensibilisation et que la personne il a déjà respecté ou observé les mesures, donc c'est déjà quelque chose de très positif pour nous en tant qu'organisation. La dernière étape de cette caravane est l'université Emikoussi dans la commune du 6e arrondissement. Comme dans d'autres établissements d'enseignement sillonnés, le même message a été livré aux étudiants. Cette caravane, qui durera 2 jours, touchera d'autres établissements de la capitale. L'association des Lami Fortin et N'Djamenoua mène une campagne de sensibilisation et de distribution des masques dans les 10 communes d'arrondissement de la capitale. Les membres de l'association des Lami Fortin et N'Djamenoua sont résolument engagés dans la lutte contre le coronavirus. C'est à travers cette campagne de sensibilisation et de distribution gratuite des masques de protection à la population des 10 communes d'arrondissement de la ville de N'Djamena. Dans la commune du 1er arrondissement, plus de 1000 masques sont mis à la disposition des habitants. Par ce geste, l'association des Lami Fortin et N'Djamenoua soutient activement les actions du gouvernement afin de barrer la route à cette pandémie. Vous connaissez ces pandémies mieux que d'autres personnes. Pourquoi nous avons procédé? L'enseignement officiel, c'était chez nous. Et aujourd'hui, nous sommes venus chez vous. C'est en connaissance de cause. Et votre arrondissement, c'est la vitrine. Nous sommes venus vous associer avec l'Ami Fortin. Vous allez nous aider à distribuer ces cache-nez. De cette commune, le cap est mis sur celle du 9e arrondissement, où le même acte a été posé. Très honoré du choix porté sur les circonscriptions administratives, le maire de la commune du 1er arrondissement, Mohamed Djibrine Abdelkirim, et le maire intérimaire du 9e arrondissement, Hassana Hamid Mahamad, ont exprimé toute leur reconnaissance à l'endroit de l'association des Lami Fortin et N'Djamenoua. Pour eux, même si la courbe de contamination de la maladie est en baisse, le respect des mesures barrières demeure le seul moyen de prévention. Rendons-nous dans la province de l'Énédi-Est où le gouverneur de la dite province a procédé à la cérémonie de distribution de vivres aux personnes vulnérables. Hassan Lamé. 300 tonnes de vivres sont disponibilisées au bénéfice de 2796 vulnérables dans la province de l'Énédi-Est. Pour le lancement de l'opération, 100 personnes reçoivent chacune un sac de 50 kg. Il est question de faire face aux difficultés nées de la mise en œuvre des mesures barrières prises dans le cadre de lutter contre la maladie à coronavirus. Le délégué de l'action sociale Nouren Mahamat Hagar s'est félicité des efforts constants du gouverneur en faveur du bien-être de la population. Chaque vulnérable a reçu sa part. Le gouverneur de la province de l'Énédi-Est, Ngarboudio Meder Jacob, dit merci au président de la République et déclare suivre personnellement les différentes opérations de distribution. Je demanderai à l'équipe de la commission chargée pour la distribution de ce vivre de partager équitablement aux personnes concernées. Je prends solennellement
l'engagement d'assurer le suivi de toutes les opérations de distribution dans ma circonscription administrative. Après Amdiaras, ça serait les tours des autres départements, à savoir Bahaï, Mourdi et Itou. Voilà, découvrons ensemble à présent les différentes activités organisées par les associations de la société civile dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. La mouture est signée Ousmane Idriss Takom. Rompre la chaîne de contamination afin de vaincre la Covid-19, tel est le défi que se sont fixés les forces vives de la nation. Dans cette perspective, l'Union des femmes commerçantes du Tchad poursuit sa campagne de sensibilisation, de remise des masques et des kits d'hygiène. À Gaoui, la délégation de l'IFCT, conduite par Hadja Mariam Daoud, a remis 600 masques et du savon aux femmes. En réceptionnant ce don, le sultan de Gaoui, Hassana Abdoulaye, a loué la détermination de l'IFCT dans la lutte pour la santé et l'autonomisation de la femme. Au marché Al-Afia, Coqueville, Chagua, Walia, Ngeli, les femmes commerçantes de ces marchés ont bénéficié de plus de 3000 masques et du savon. Les représentantes des femmes commerçantes des marchés bénéficiaires du don ont réaffirmé leur ferme volonté d'accompagner l'Union des femmes commerçantes du Tchad dans l'atteinte de ses objectifs. La présidente de l'Union des femmes commerçantes du Tchad, Hadja Mariam Daoud, appelle ses sœurs à une gestion rationnelle du don au bénéfice de tous pour un Tchad sans Covid-19. Dans le même registre, la synergie des associations de jeunes contre la Covid-19 participe aux côtés du gouvernement dans cette lutte à travers une campagne de sensibilisation sur le respect des gestes barrières contre la maladie. Les membres de cette plateforme ont ensuite sillonné quelques établissements scolaires de la commune du 8e arrondissement pour sensibiliser les élèves sur les dangers liés à la Covid-19 et remettre des masques faciaux. Le coordonnateur de synergie des associations de jeunes contre la Covid-19 souligne que son organisation s'investit davantage dans la lutte contre la pandémie. Aussi promet-il, cette action se poursuivra dans d'autres établissements scolaires de la capitale. L'Association pour la protection de l'environnement et le développement social, quant à elle, opte pour la sensibilisation des élèves dans les établissements scolaires. Les membres de cette association se sont rendus au lycée Iman et Al-Futuhat, inviter les élèves à observer les règles d'hygiène en vue d'éviter la maladie. Le président de l'Association pour la protection de l'environnement et le développement social, Abakar Mohamed, soutient que c'est une nouvelle forme de stratégie que son organisation compte développer pour toucher tous les élèves de la capitale afin de barrer la route à cette redoutable maladie. Voilà, et puis comme vous le savez, ce sont toutes les nations du monde qui sont paralysées avec cette pandémie, dont notre pays, le tourisme qui se portait encore bien. Pourtant, avant le déclenchement de cette crise sanitaire mondiale a pris un coup dur, selon le principal promoteur, l'ONAPE, Yann Mouibi. Le tourisme tchadien qui affichait une parfaite santé avant la pandémie du Covid-19 en est aujourd'hui très affecté. Pourtant, entre 2019 et début 2020, l'ONPTA, Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts, a tout mis en œuvre pour lui offrir une ouverture à l'international. En effet, la quête de l'ONPTA pour inscrire le pays des Toumaï parmi les meilleures destinations touristiques l'a conduit à Ningxia en Chine, où un partenariat a été noué avec les tours opérateurs. Cette volonté a également amené le pays à participer au salon de Colmar en France. Et c'est d'ailleurs à l'issue du salon de Colmar que les merveilleux sites tchadiens ont séduit le tabloïd anglais The Independent, le quotidien américain le New York Times et la chaîne National Geographic qui ont classé le Tchad parmi les meilleures richesses touristiques à découvrir. À l'échelle nationale, le Festival international des cultures sahariennes FICSA, organisé chaque année à Amdiaras, a contribué à sortir le pays de la zone rouge. Une réussite qui vient s'ajouter à la dernière édition du festival d'Ari.
Malheureusement, ce bel élan a été stoppé il y a quelques mois à cause du coronavirus. Une crise sanitaire mondiale qui a freiné les ambitions et secoué l'ONPTA, cheville ouvrière du tourisme tchadien. S'agissant du fonctionnement de l'ONPTA et de la gestion, plus de 90% des recettes sont les taxes prélevées sur les compagnies aériennes et les hôtels. Ces taxes sont quasiment nulles depuis le 18 mars 2020, date de la fermeture de l'aéroport. C'est uniquement grâce à l'appui des plus hautes autorités du pays que nous arrivons à assurer le paiement des salaires de nos employés. Plié mais sans rompre, l'ONPTA veut coûte que coûte rattraper le coup. Faire du tourisme interne une activité prioritaire pour l'année en cours, c'est dire que nous travaillons déjà sur un projet dénommé Découvrir Baladi, qui s'appuie sur une stratégie incitant les Tchadiens à partir à la découverte de leur propre pays et de leur propre culture. Avec un tel engagement, on espère que le tourisme tchadien pourra très vite retrouver des couleurs. Voilà, toujours dans le cadre de la prévention contre la pandémie du Covid-19 dans les lieux de culte, le gouverneur de la province du Logone occidental, Dago Yacoub, a remis les masques et kits de lavage de mains aux églises de la ville de Moundou. Amat Al-Isen Amat. أشرف حاكم ولاية شاري الأوسط جبير يونس على عمل استئناف العام الأكاديمي الحالي، حيث قام الوالي بزيارة تفقدية لعدد من المؤسسات حاضرة الولاية. ولاحظ الوالي أن كل الأمور تسير بشكل جيد، إلا أن هناك بعض القصور الطفيف، وقد أعطى الوالي Conformément aux consignes données par le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, les portes de la mosquée Al-Atiq, grande mosquée de la ville de Moundou, ont été ouvertes aux fidèles à 12h45. Les fidèles se sont retrouvés dans la mosquée dans le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement pour briser la chaîne de propagation de la pandémie du Covid-19 qui a occasionné la fermeture des lieux de culte. 15 minutes après l'ouverture de la mosquée, arrive l'imam Cheikh Mohamed Tahir Abdul Mahmoud Abbas, par ailleurs président du Conseil supérieur des affaires islamiques de la province du Logone occidental. Le sermon et la prière proprement dite n'ont pas dépassé un quart d'heure. Dans son bref message, l'imam Mohamed Tahir Abdul Mahmoud Abbas dit aux fidèles que ce n'est pas de gaieté de cœur que les lieux de culte ont été fermés. Tout en signifiant l'existence de la maladie qui continue de ravager l'humanité, l'imam invite les fidèles musulmans à respecter strictement les mesures barrières édictées par le gouvernement contre la Covid-19. Le respect strict des mesures préventives, c'est aussi le souci du gouverneur de la province du Logone occidental. J'ai constaté des visites, tous ceux qui sont dans la mosquée ici présents, on leur cache-nez et ils ont respecté aussi les distanciations. Je suis très satisfait, très content et je demanderai toujours à M. l'imam et à son staff de continuer à faire la sensibilisation parce que la pandémie elle est là. Dans leur prière finale, les fidèles musulmans à travers les 33 mosquées de prières collectives de vendredi de la ville de Moundou ont imploré Dieu le Tout-Puissant de sauver le reste de l'humanité de cet ennemi commun et invisible, le Covid-19. Et dans le même ordre d'idée, la coordination provinciale du Mayo-Kébi Ouest adopte une stratégie après l'annonce de la réouverture des lieux de culte et des écoles. Fidèle à sa logique, l'ONAPE, Office national pour la promotion de l'emploi, entend constater de visu l'investissement des crédits agricoles accordés aux producteurs. C'est ce qui a conduit la mission de suivi et évaluation dirigée par le représentant du chef d'agence de l'ONAPE, bureau de Moundou, le conseiller Ali Oumar Atapol dans le département de la Doji.
pour rassurer la délégation de l'ONAPE que les crédits agricoles ne sont pas utilisés à d'autres fins. Quelques bénéficiaires des groupements Dondouba, Tapol et Djanako ont conduit l'équipe de suivi et évaluation de l'ONAPE dans un champ d'arachide étendu sur 10 hectares et ensuite sur un autre champ de riz de 8 hectares. Très confortés de la présence de la délégation de l'ONAPE à leur côté, les bénéficiaires remercient l'ONAPE de son initiative. Les bénéficiaires, membres des groupements Dondouba, Tapol et Djanako, se sont relayés pour exprimer leur satisfaction du privilège que l'ONAPE les a accordé en leur octroyant les crédits agricoles avec 0 intérêt de remboursement. Ils souhaitent par ailleurs que l'enveloppe des crédits agricoles soit élargie et mise à temps à leur disposition, surtout au mois d'avril, ce qui leur permettrait de mieux investir dans les travaux champêtres. Après avoir visité les champs d'arachide et du riz, le conseiller Ali Oumar se dit très ému de l'investissement des membres des groupements de Ndouba Tapol et Djanako. S'il y a un problème, il faut se rapprocher, nous dites-nous, voilà ce qui se passe sur le terrain. Nous avons besoin de votre conseil, votre soutien, nous serons toujours là. C'est ça notre objectif. Et quand vous parlez aussi de retard, oui. Mais si vous voulez avoir l'argent à temps, remboursez aussi à temps. Le chef de canton de Tapol, Djikolmbaye Romain, par ailleurs avaliseur de ses administrés à obtenir ses crédits agricoles, les exhorte à être promptes dans le remboursement pour gagner la confiance de l'ONAPE et donner la chance aux autres. Notons que 20 groupements du canton Tapol dans le département de la Dogé ont bénéficié des crédits agricoles de 2020. Voilà, toutes nos excuses pour ces désagréments techniques. Vous venez là de suivre donc un élément de la mission de l'ONAPE à Tapol. Campagne de sensibilisation, Diasrabé Sylvain nous parle des activités menées par l'Association pour le développement d'Assonga. Suivez son reportage. Les membres de cette association de jeunes pour le développement d'Assonga ont distribué des cache-nez aux hommes, femmes et enfants dans les rues et le marché hebdomadaire de la ville d'Adré. Cette campagne répond à la volonté d'appuyer le gouvernement et ses partenaires à protéger la population dans cette lutte sans merci contre la pandémie de la maladie à coronavirus. Dans son message, le vice-président de la dite association Idriss Khamis a demandé à la population d'Assonga au respect strict des mesures sanitaires préconisées par les autorités. Car, dit-il, la santé n'a pas de prix. Acte vivement salué par les différents responsables présents à la distribution qui ont demandé aux autres bienfaiteurs de suivre cet acte de cette association. Lançant officiellement cette campagne, Tiaki Kapassiri, représentant le secrétaire général du département d'Assonga, a demandé à la population d'Adré d'en faire bon usage afin de briser la chaîne de contamination. Pour lui, la distribution de ces masques aux usagers vient renforcer les efforts du gouvernement dans la lutte contre la COVID-19. Pour ce faire, Tiaki Kapassiri Kamta invite la population à se protéger toujours avec ces masques pour être à l'abri de la contamination. Dans la commune du 2e arrondissement, l'association Al-Safa pour le développement et l'action humanitaire et l'association panafricaine House of Africa sensibilisent la population sur la COVID-19. Mamadou Marmoursal. Après la commune du 5e arrondissement de la capitale, l'Union internationale des femmes musulmanes, section du Tchad, poursuit sa campagne de sensibilisation contre la COVID-19 dans la commune du 4e arrondissement. L'objectif recherché à travers cette campagne est de limiter la chaîne de contamination du coronavirus. La chargée de communication de l'Union internationale des femmes musulmanes, section du Tchad, Halime Alamine Djimé, rassure le maire de cette commune de la disponibilité des membres de son organisation à mener une campagne de proximité sur cette pandémie. Elle demande l'implication directe des leaders traditionnels et religieux pour gagner le pari. Halime Alamine Djimé a également mis l'accent particulier sur le respect des mesures barrières. Une initiative hautement saluée par le maire de la commune du 4e arrondissement, Haroun Ramad. Celui-ci s'engage à lutter contre cet ennemi commun. Les délégués des quartiers et les chefs des carrés se sont relayés pour soutenir ces gestes de solidarité de l'Union internationale des femmes musulmanes et promettent aller jusqu'au bout pour endiguer cette pandémie. Le 25 juin dernier, les mosquées ont retrouvé leurs occupants après 3 mois de fermeture due au Covid-19 et pour permettre aux fidèles d'accomplir leur devoir religieux.
Les jeunes se mobilisent pour la pulvérisation des lieux de culte. Ali Mamad Bello. Dans la commune du 1er arrondissement, comme partout ailleurs, ce 25 juin, les mosquées sortent de leur confinement. C'est la réouverture. La matinée est consacrée à la propriété. L'association des jeunes du 1er arrondissement pour le développement est à la manœuvre. Comme un seul homme, les jeunes de cet arrondissement ont désinfecté la mosquée Al-Iman et l'église évangélique du Tchad numéro 1. Tout est rendu sain pour permettre aux fidèles de prier sans crainte. Pour le président Moussa Baïtelem, son association ne veut pas donner l'occasion au virus de se faire de la place aux côtés des fidèles croyants. Une action qui vaut tout son pesant d'or. Le maire de la commune du 1er arrondissement, Djibril Mohamed Abdelkerim, les députés Ousmane Abakar Djamé et Mohamed Togué Tiklio n'ont pas caché leur satisfaction. Ils se sont relayés pour saluer cette initiative. Il est 13h, c'est la première prière collective du vendredi à l'ère du coronavirus. La mosquée Abouna Ibrahim de la commune du 4e arrondissement retrouve ses occupants. Les fidèles musulmans ont prié ces jours dans le respect des mesures barrières. La prière se déroule sur un fond sécuritaire renforcé. Coronavirus oblige. Le lavage des mains est un passage obligatoire. Les jeunes de la commune, les volontaires de la Croix-Rouge du Tchad et les forces de sécurité y veillent. Le maire de cette commune est aussi sur place pour accomplir la prière. Haroun Ramat saisit l'occasion pour attirer l'attention des fidèles sur la gravité de cette maladie. La maladie est grave et sa prévention, selon le maire, n'est pas chose compliquée. Il appelle à ce sujet les fidèles au respect des mesures barrières. Et c'est avec assurance de vaincre cette pandémie que les fidèles musulmans se sont quittés. Même son de cloche dans le département de Haras Albiar. On fait le point avec Idriss Omar Idriss. À la veille de la réouverture des lieux de culte, l'association Al-Ouida pour l'hygiène et l'assainissement est à l'avant-garde face à la pandémie. En guise de soutien aux autorités administratives de la ville de Massaguet, les membres de cette association ont investi la grande mosquée et l'église de la ville pour les nettoyer et les désinfecter. Les responsables de ces lieux de culte ont apprécié l'acte posé par l'association visant à protéger les fidèles. Pour éviter les cas d'inondation en cette saison de pluie, les agents de la mairie et les jeunes volontaires ont entrepris des travaux d'aménagement des rues et des canalisations. Si nous avions eu des jeunes qui ont créé aussi une association dans le cadre d'hygiène et ils nous ont donné aussi un coup de main par rapport à cette activité. Donc, à la commune, je lance un vibrant appel. J'aimerais bien voir la ville propre. Le préfet du département de Haras Albiar, Filédji Hassan Filédji, invite la population à veiller davantage à l'assainissement de la ville. Voilà, c'est ici que s'achève cette grande édition très longue. Merci de votre très aimable attention. Passez un excellent week-end tout en respectant les gestes barrières pour vous protéger et protéger vos proches. À demain, Inch'Allah. Bonsoir.